Bonjour à toutes et bonjour à tous, Valentin Offrand avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mardi 28 novembre 2017. Alors tout de suite, on commence par l'avertissement à gage sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, je regarde un petit peu. Alors, bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Bruno, que je salue également. Catherine, j'espère que vous avez bien écouté. Oui, je vais très bien, j'espère que vous également. Eliane, que je salue. Didier, de même. Alors, Catherine qui me demande, peut-on voir l'AUD, les paires en AUD, les paires en CHF, ainsi que l'or. Très bien, on va voir ça tout de suite. François, cousin, que je salue également. Raymond, voilà. Bien le bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer tout de suite par la plateforme. On commence tout de suite par la plateforme de trading. Voilà. Alors, c'est moi. Voilà, c'est comme cela. Donc, on va commencer par le DXY, le DXY qui rebondit depuis le début de semaine. En fin de compte, Wall Street. En fin de compte, c'est pas Wall Street, c'est la séance européenne. Les acteurs européens vendent le dollar, comme on a pu le constater en semaine dernière. En semaine dernière, Wall Street était absent. Enfin, comme vous savez, jeudi, vendredi, ils étaient absents. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, depuis le mercredi jusqu'au vendredi, on a eu une baisse. On a eu une baisse également qui avait commencé lundi matin. Je vous rappelle que lundi matin, on avait une cassure de ce support. Et en fin de compte, hier, à l'ouverture de Wall Street, eh bien, les acteurs américains ont fait rebondir le DXY. Donc, c'est une information particulièrement importante qui nous indique qu'avant la réforme fiscale américaine, eh bien, Wall Street est prêt à payer le dollar. Donc voilà, la tendance baissière, pour moi, elle est mise en stand-by tant que la réforme fiscale n'a pas été votée. Donc, le vote pourrait commencer dès aujourd'hui. En tout cas, le Sénat est de retour. Enfin, les sénateurs sont de retour au Congrès. Donc la réforme fiscale peut tout aussi bien être votée aujourd'hui comme elle peut l'être dans une semaine ou vendredi. Voilà, donc patience sur le DXY. Dès que la réforme fiscale sera votée, de toute façon, nous le saurons tous, étant donné que ça sera l'événement majeur. Donc pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, voilà, c'est peut-être le moment de jeter un coup d'œil sur Twitter. Et donc pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, excusez-moi, vous n'aurez qu'à aller sur le site DailyFX, dans Information en temps réel. Et là, vous avez tous les tweets de moi, de DailyFX, de Yoav, de Alexandre Baradez, de Vincent Bois. Voilà, vous voyez, il y a tous les tweets, donc vous serez au courant normalement pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux. Bref, le DXY qui rebondit depuis son niveau de support. On fait un tour des paires majeures. Concrètement, eh bien, ça fait pression sur la USD qui pourrait revenir sur 0,75. Alors, pour répondre à votre question, Catherine, sur la UD, moi, j'ai plutôt une perspective baissière. Maintenant, tout va dépendre de la réforme fiscale, comme vous le savez. Si la réforme fiscale est passée, je le répète, si elle est votée, ça sera bullish pour les valeurs à risque. C'est-à-dire que le dollar va être haussier, le yen, le gold vont être baissiers. Et vous savez que le gold est corrélé à l'AUD, enfin l'AUD est corrélé au gold. Donc si le gold est baissier, l'AUD aura tendance à être baissier. Donc on aura une pression venant du gold et en plus du dollar. Parce que si le dollar progresse, on aura l'AUD qui sera sous pression, forcément. Donc voilà, si la réforme fiscale passe, l'AUD-USD a de fortes chances de rejoindre les 0,7425. Si la réforme fiscale ne passe pas, il y a peu de chances que 0,7425 soit atteint. Donc pour moi, l'AUD-USD, j'ai plutôt une opinion baissier. J'estime que la réforme fiscale va être passée. Maintenant, c'est vraiment de la spéculation, hein, personne ne le sait. Mais voilà, ça m'étonnerait qu'elle ne soit pas passée. L'euro-dollar, donc l'euro-dollar, tout comme l'AUD-USD, se replie depuis le début de la semaine, après avoir atteint un plus haut autour des 1,19. Moi, je pense tout de même que les 1,20 sont importés, sont concrètement importés, mais on peut constater quand même que le cours réagit bien avant les seuils psychologiques. Regardez, 1,15, ici, le cours a rebondi à 1,1550. Ici, 1,1950, résistance. Donc, vous voyez que c'est vraiment des zones, les seuils psychologiques. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas viser au pips près le seuil, parce que parfois c'est un petit peu avant ou un petit peu après, tout simplement. En tout cas, le momentum est toujours plutôt baissier. Donc voilà, honnêtement, moi l'euro dollar, je garde
à court terme, je dis bien à court terme, un opinion haussier. Maintenant, au vu du positionnement de Wall Street, qui est plutôt haussier sur le dollar, je pense que les achats euro-dollar se justifient surtout le matin, pendant la séance européenne. Parce qu'on l'a vu, la séance européenne, c'est l'une des seules séances qui vend complètement le dollar. Voilà, donc la stratégie d'achat euro-dollar pendant la séance américaine, c'est pas forcément la plus sûre. Le GBP, donc deux scénarios qui s'offrent à nous. Soit nous avons le GBP qui cède sous cette oblique baissière et dans ce cas-là, c'est un objectif baissier. Moi, c'est plutôt ma conviction d'un point de vue technique, étant donné que c'est une forte zone de résistance. On n'a pas vraiment réellement de catalyseur qui pourrait justifier une cassure. Donc voilà, je préfère croire à une baisse plutôt qu'à une hausse. Maintenant, dans le scénario où on a une cassure hebdomadaire, c'est-à-dire une clôture du cours, clôture hebdomadaire du cours au-dessus de cette oblique. Dans ce cas-là, ça sera un signal haussier, direction les précédents sommets, aux alentours des 1,35, 1,36. Voilà, mais en attendant, tant que le cours se situe sous cette oblique qui est en place depuis 2014, eh bien, je maintiens mon opinion baissier. Mon opinion baissier jusqu'à la première résistance qui se situe à 1,32 et pourquoi pas même jusqu'à 1,30. En tout cas, en termes de ratio risque-rendement, on a plutôt quelque chose d'intéressant. Regardez, imaginons que quelqu'un souhaite vendre à ce niveau de prix, le stop au-dessus de la résistance à 1,33 97, donc en fin de compte c'est 1,34, donc stop à 1,34, stop à 1,34 ça fait alors stop à 1,34 ça fait 67 pips de risque, 67 pips de risque pour un gain déjà pour ce niveau de support. Vous voyez qu'on a presque un ratio risque-rendement de 2, on a 130, et si on vient viser la moyenne mobile à 200 jours, allez, disons qu'elle est à ce niveau de prix là actuellement, on va la mettre un petit peu au-dessus puisque d'ici là elle va remonter. 1,30, 66, ça fait quand même un ratio risque-rendement de près de 4. Hein. Donc ce qui est particulièrement intéressant. Voilà. Donc en termes de ratio risque-rendement, d'un point de vue technique, moi je trouve la vente GBP-USD vraiment intéressante. NZD-USD, on a cette divergence haussière qui est en place depuis dimanche. Elle a été validée, depuis dimanche, pardon, depuis la fin du mois d'octobre. Elle a été validée hier. Pourquoi elle a été validée? Parce que le RSI a concrètement clôturé au-dessus de 50. Donc clôture au-dessus de 50, c'est une divergence qui est valide. Donc la divergence, elle pourrait ramener le cours au moins jusqu'à 0,70. En plus de cela, cette divergence haussière coïncide avec le fait que on était sur un niveau de support. Et regardez un petit peu, alors on va faire ça, on va le refaire un petit peu au propre. Alors, divergence haussière, nous allons mettre en bleu, bleu turquoise, comme ça on va bien la voir. Regardez ici également, nous avions une divergence baissière, une divergence haussière, pardon. Sur le même niveau de prix, sur le même niveau de support. Et ici c'était breakout, donc c'était pas forcément très utile de le souligner. Mais vous pouvez voir que la dernière fois que le cours est arrivé sur ce niveau de support, c'était au printemps. En plus de cela, il y avait le même signal technique, c'était une divergence haussière. C'était une divergence haussière qui a abouti finalement à un rallye haussier de 600 pips. 600 pips en l'espace de 2 mois. Voilà, donc je ne dis pas que le NZD-USD va progresser de 600 pips, mais en tout cas, on a quand même une convergence des signaux. On a la divergence haussière qui est valide et le rebond sur un niveau de support. Voilà, donc moi tout me mène à croire que nous allons avoir un rebond plus important que ceci. Je ne dis pas qu'on va revenir à 0,75, mais déjà, si on vient tester les 0,70 et cette oblique haussière, ça serait déjà une bonne tendance haussière. L'USD CAD, alors l'USD CAD c'était vraiment
l'idée de hier, enfin la plus forte conviction en tout cas sur les paires majeures, l'USD4 rebond en direction de la moyenne mobile à 200 jours, c'est toujours d'actualité. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a l'OPEP qui s'exprimera donc jeudi et qui devrait aboutir à une poursuite du gel de la production. C'est en tout cas ce que le ministre de l'énergie saoudien a annoncé. Maintenant, est-ce que le marché a déjà pricé ou non l'annonce? Moi, personnellement, je pense que oui. Donc, le fait qu'on va avoir cette confirmation du gel de la production ne devrait pas vraiment être un catalyseur au marché pour justifier une nouvelle impulsion. D'accord? Donc, pour moi, le pétrole a une très faible marge de progression. En plus de ça, le WTI, vous voyez, qui bute, il est proche quand même d'une résistance à 60 $. Le Brent, où se situe-t-il? Il est à 63,43. Il est toujours sous ses sommets. Donc voilà, pour moi, le pétrole est sous résistance. Jeudi, il n'y aura pas forcément de, de raison pour une nouvelle hausse, étant donné que le marché a déjà, ça fait quand même 2 mois qu'il price ce gel de la production. Et du point de vue de la politique monétaire du Canada, bah c'est pareil, on n'a pas réellement, bon, on a des bonnes statistiques macroéconomiques, mais on n'a aucune nouvelle depuis, enfin on n'a aucune forte amélioration depuis un mois. Donc en soi, elle n'a pas vraiment changé. Donc il n'y a pas réellement de raison il y a pas de raison vraiment d'acheter le CAD à court terme. C'est pour cela que l'USD CAD, pour moi, c'est direction la moyenne mobile à 200 jours. Dorénavant à 1,29. L'USD-CHF et l'USD-Yen. Alors l'USD-CHF, l'USD-Yen, c'est des devises refuges, comme vous le savez. J'ai écrit un article là-dessus. Je vous invite à le lire pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors voilà, vers un retour des actifs refuges. Donc c'est sur l'USD-Yen, mais sachez que je parle également de l'USD-CHF et du gold. Voilà, donc je suis sorti un petit peu de mes habitudes dans cet article. Donc ça va vous donner mon point de vue actuel de l'environnement du marché. Concrètement, ce que je pense, c'est que l'USD-Yen a de la marge pour revenir à 110, étant donné que les valeurs refuges sont assez prisées en ce moment, sont assez prisées dans un contexte où on a un durcissement, un resserrement des politiques monétaires globales, mis à part quelques banques centrales comme la BCE, la BOJ, le franc suisse, etc., etc. Mais concrètement, on est dans un cycle de resserrement des politiques monétaires. On le voit avec la Fed, qui a commencé il y a 2 ans. Maintenant, la Banque du Canada, la BOE. On voit, il y a de plus en plus de banques centrales qui commencent à durcir leur politique monétaire. Donc forcément, étant donné qu'il y a des politiques monétaires extrêmement généreuses et qu'il y a de plus en plus de banques centrales qui durcissent leur taux, il y a une différence. Il y a une différence entre les deux extrêmes qui est plus importante qu'auparavant. Avant, il y avait un léger durcissement de la politique monétaire contre une forte politique monétaire accommodante de certaines banques centrales. Dorénavant, on a quand même une forte politique monétaire accommodante, et en plus de cela, un durcissement des taux qui est quand même assez élevé, comme la Fed ou la BOC qui a procédé à 2 hausses des taux en l'espace de 2 mois. Voilà, donc concrètement, les devises refuges pourraient être des très bonnes opportunités début d'année prochaine. Bon là on s'est un petit peu écarté du plan de trading intraday, mais voilà. Le yen, c'est une devise qui a été assez bien vendue depuis le début de l'année, enfin qui a pas mal sous-performé le forex. Maintenant, ça pourrait être une devise prometteuse dès l'année prochaine. Parce que plus on va avoir de politiques monétaires qui vont durcir leur taux, et plus il y a de chances que la BOJ le fasse également. Et étant donné que la BOJ, c'est peut-être la banque centrale qui est la plus loin à procéder à une hausse des taux, eh bien, dès lors qu'elle le fera, dès lors que le marché commencera à spéculer sur une hausse des taux de la BOJ, il y aura des fortes tendances haussières sur le yen. Donc, je vais revenir à court terme. Je regarde rapidement les questions. Alors, bonjour vous Raymond. Alors, tac, tac, tac. Alors, je ne sais plus à qui j'ai dit déjà bonjour. Faut-il vendre l'USD yen? Alors, faut-il vendre l'USD yen? Moi, j'attendrai personnellement la réforme fiscale.
J'attendrai la réforme fiscale parce que bon, on a eu une forte baisse de l'USD Yen comme vous pouvez le constater. Maintenant, regardez un petit peu, on a ce début de divergence que nous attendions. Nous attendons ce début de divergence depuis maintenant pas mal de séances, voire même quelques semaines, et on commence à l'avoir. Regardez ici, le RSI est à 33,81 et à ce niveau de prix, il est à 34,98. Donc on a un début de divergence haussière qui est loin d'être validé, mais on a ce début. Donc c'est pas parce qu'on a ce début de divergence haussière que le cours va directement rebondir. Il peut encore très bien creuser et accentuer cette divergence. Et donc le cours peut très bien glisser sur les 110. Voilà, c'est tout à fait possible. Maintenant, normalement cette semaine, on va voir le Sénat qui va se prononcer sur la réforme fiscale. Moi, comme je vous l'ai dit, ma conviction est plutôt haussière sur le dollar, au vu de cette réforme fiscale. Donc, difficile de shorter l'USD Yen aujourd'hui. Je pense que c'est un petit peu trop tôt. Enfin, un petit peu trop tard, pardon. Donc voilà, ça me semble un peu compliqué maintenant. Bon, tout reste possible. Si vous voulez le vendre, ça se justifie. Ça se justifie, mais soyez prudent au niveau de la réforme fiscale. Parce que vous voyez que rien que cette divergence, elle était assez faible, mais elle a suffi pour créer un momentum haussier de l'ordre de 500 pips, 600 pips en un mois. Vous voyez, on a une très très légère divergence haussière et pourtant, c'est pas vraiment la taille de la divergence qui compte. Hein. Donc voilà, on a une divergence haussière. Elle est encore loin d'être validée, mais voilà, prudence en tout cas. Alors, super nuit de trading chez IG, un bon moment d'échange de la part de Loïc. Alors oui, Loïc a un super bon moment d'échange. Nous avons eu l'occasion, il me semble, de se rencontrer. Donc oui, c'était une super nuit du trading. Merci à vous d'ailleurs pour votre participation et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, hein, pour suivre mes points de marché et pour ceux qui ont suivi eh bien pour ceux qui n'ont pas pu participer, vous savez que il y avait le replay, le direct même sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant et pour ceux qui ne l'ont pas vu, honnêtement, je vous invite vivement à regarder le replay, pas parce que c'est la nuit du trading de IG, mais honnêtement le contenu était particulièrement intéressant, des conférences. Moi en tout cas j'étais dans la salle, hein, j'ai beaucoup suivi également. C'était vraiment très très intéressant. Donc pour ceux qui veulent suivre cette nuit du trading, vous allez sur YouTube. Voilà, vous allez sur YouTube et vous mettez IG France, nuit du trading, et voilà, et vous aurez, voilà, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Il y a 2000 vues à peu près. Bon, ça dure 3h39, hein, je vous l'accorde. Moi, personnellement, ma meilleure partie, celle que j'ai préférée, c'est celle où il y avait le débat, voilà, des 4 personnes avec le présentateur de BFM. Donc c'était 4 personnes. Lui, il a travaillé pendant 9 ans dans une banque centrale. Donc voilà, il y avait vraiment, il y avait des fonds d'investissement. Donc là, il me semble que c'est quelqu'un qui gère un fonds d'investissement. Bref, il y avait vraiment des personnes très très intéressantes avec un contenu vraiment perspicace. En même temps, c'est un petit peu normal, mais voilà, je, ça m'a assez bien surpris. Donc voilà, bon. On revient sur la plateforme, excusez-moi pour cette petite aparté. En tout cas, ça me fait plaisir, Loïc, que vous avez aimé cette minute trading. Je le ferai, je partagerai cette information à mes collègues. Alors, un mot sur l'euro yen. Merci, bonne journée de la part de Huawei. Alors, bonjour à vous, Huawei. Donc, l'USD yen, pour conclure sur l'USD yen, il y a un potentiel encore baissier. Concrètement, c'est pas parce qu'on a une divergence haussière que le cours va tout de suite rebondir. Elle est encore loin d'être validée. Maintenant, si on a une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, ça sera déjà un premier signal de hausse. Parce que la moyenne mobile à 200 jours, c'est un niveau quand même particulièrement important. Donc si on le casse, ça veut dire qu'il y a un momentum haussier qui n'est pas négligeable. Donc voilà, j'ai envie de dire que tant que l'USD Yen est sous sa moyenne mobile à 200 jours, le potentiel baissier est encore, je dirais, exploitable. Maintenant, si on a une divergence haussière plus le cours qui casse la moyenne mobile de 100 jours, il faudra réellement mettre de côté les positions vendeuses et ce sera le timing parfait, probablement, pour acheter l'USD Yen. Mais tout va dépendre de la réforme fiscale. Donc cette semaine, l'USD Yen sera vraiment probablement la paire la plus intéressante avec l'USD CAD. L'euro yen. Alors l'euro yen qui est inscrit dans un léger canal baissier, comme vous pouvez le constater. Regardez ici. On est dans un canal baissier. Bon, c'est un petit peu brouillon. Enfin, il y a beaucoup de lignes. Alors, je vais supprimer celle-ci. Voilà. Vous voyez que le cours, eh bien, marque des plus hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas.
Donc on est dans une légère tendance baissière, respiration, vous appelez ça comme vous voulez. Alors en hebdomadaire, il y a peut-être une divergence haussière. Non, pas de divergence haussière, pas de divergence baissière. Honnêtement, c'est consolidation totale sur les yens. Regardez un petit peu en hebdomadaire. D'ailleurs, en hebdomadaire, je trouve cette configuration plus intéressante que sur le daily, parce qu'on a un niveau de support qui est a priori exploitable. A priori, vous voyez, ce niveau de prix là. Ce niveau de prix à 132, ça m'a l'air particulièrement intéressant. 132, pourquoi pas l'acheter et vendre aux alentours des 133,24. Voilà, ça me semble une stratégie intéressante. Maintenant, attention, parce que si le dollar monte, si le dollar progresse, si le DXY progresse, la première devise qui va en souffrir, ce sera l'euro. Je vous rappelle que c'est compliqué d'avoir une conviction haussière sur le dollar et sur l'euro dans le même temps. C'est assez compliqué. Parce que souvent, les deux sont corrélés négativement. Je dis bien souvent, il y a des exceptions. Mais donc voilà, donc si le DXY rebondit, l'euro-yen ne sera pas forcément intéressante à l'achat. Par contre, l'USD-yen le sera plus. Donc l'euro-yen en attendant, d'un point de vue purement technique, parce que voilà, on pourrait mettre tout en attente avec la réforme fiscale, donc on va pas arrêter le trading à cause d'une réforme fiscale, mais d'un point de vue purement technique, 132 ça s'achète, et la prise de bénéfice se fait à 133,24. Voilà, donc c'est un range de 120 pips qui est devant nous. Alors, la paire à trader, on va regarder la devise qui est la plus en tendance. Ah, pardon, excusez-moi, sur l'euro dollar, je termine avec ce graphique-là. Voilà, sur un an. Donc nous avons en noir le spread inversé du rendement du 10 ans américain moins le rendement du 10 ans allemand. Donc c'est inversé. Et en plus de cela, nous avons en bleu l'euro dollar. Comme vous pouvez constater, on a ce spread qui guide l'euro dollar. Et vous pouvez voir que le spread, il a généralement pas beaucoup de jours, mais quelques jours d'avance sur l'euro dollar. Et on peut voir qu'en ce moment, eh bien depuis son point haut du 15 novembre, le spread diminue, alors que l'euro dollar, il augmente. Donc là, ça c'est un signal alarmant, de cette hausse de l'euro dollar. Voilà, prudent sur cette hausse de l'euro dollar, pas vraiment faut pas s'emballer et viser les 1,22 tout de suite. En tout cas, je pense qu'elle serait un petit peu trop tôt, ou en tout cas, je pense que nous n'avons pas les signaux techniques suffisants pour acheter l'euro dollar au-dessus des 1,20. Viser les 1,20, pourquoi pas. Au-dessus, ça me semble compliqué. Au vu du spread. Maintenant, si le spread progresse de nouveau, alors dans ce cas-là, oui, on pourra acheter l'euro dollar. Mais pour le moment, le spread diminue. Il est sous ses récents plus hauts du 15 novembre, alors que l'euro dollar ne l'est pas. Donc, voilà. Pour ceux qui sont acheteurs sur l'euro dollar, faites attention. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Donc voilà, l'euro dollar, 1,20 c'est bien le maximum que je pense nous pouvons atteindre, en tout cas à court terme. Et donc la paire du jour, alors on va regarder laquelle a plus tendance. Donc NZD semble être la devise la plus achetée. La devise la plus vendue, on a le CHF. Et nous avons l'AUD. L'AUD qui est encore plus vendu que le CHF, mais l'AUD NZD ça va être une devise qui va être tradée essentiellement pendant le sens asiatique. AUD NZD, moi je le vois bien revenir sur ce niveau de support là, honnêtement. 1,0489. Quand on regarde un petit peu le NZD, regardez, AUD NZD, il superforme depuis le début du mois d'octobre. Certes, ça c'est long, mais il superforme. Le NZD USD, divergence haussière. Le NZD Yen, sur support. Vous voyez, sur un support quand même assez important. L'euro NZD, où est-il? L'euro NZD, bon, a cassé des nouveaux plus hauts. Mais bon, on peut voir quand même l'AUD NZD, le NZD superforme, et sur le NZD USD et NZD Yen, le dollar néerlandais
et sur support et même rebondi. Donc il y a peut-être une surperformance du NZD qui va arriver d'ici les prochaines semaines. C'est peut-être la devise à acheter pour la fin d'année. Voilà, c'est encore un peu trop tôt, je pense, pour le dire avec forte conviction. Mais en tout cas, alors on va regarder un coup d'œil au ZXY qui est le yen index, le dollar néo-zélandais index. Et voilà, vous voyez que dollar néo-zélandais index, on a ce niveau de support. Ce niveau de support et la marge de progression, elle est quand même jusqu'à ce niveau de prix. Donc, bizarrement, le NZDY, enfin le dollar néo-zélandais index, excusez-moi, ressemble beaucoup au NZD-USD, c'est parce que le NZD-USD a la plus forte pondération dans l'indice. Je vous rappelle que le ZXY, le dollar néo-zélandais index, ou même le DXY, c'est un indice, comme ce que peut être le CAC 40 ou le S&P. C'est-à-dire qu'un indice est composé de sous-jacents. Et les sous-jacents, eh bien, ça va dépendre de chaque indice. Dans le dollar néo-zélandais index, je ne le connais pas par cœur, mais c'est des devises majeures et dont le dollar est le plus important. Le NZD-USD a la pondération la plus importante sur le NZD index. Donc forcément, si le NZD-USD est haussier, il y aura de fortes chances que le ZXY le soit également. Mais voilà, il n'y a pas que le NZD-USD qui influence ce cours. Voilà. Donc NZD index, on peut voir qu'on a un rebond. On a également une divergence haussière, tout comme le NZD-USD, ce qui me mène à croire que le NZD, le dollar néerlandais, pourrait être la devise qui va surperformer pour les prochaines semaines. Voilà, donc AUD NZD, pourquoi pas vendre en swing trading jusqu'à 1,089 à court terme. Peut-être que le NZD CHF est un peu plus adapté parce que le CHF c'est une devise qui est tradée pendant le sens européen, alors que l'AUD NZD c'est une paire, enfin c'est deux devises qui sont tradées pendant le sens asiatique. Voilà, donc le NZD CHF, encore une fois ici, vous pouvez voir qu'on a une divergence haussière. Vous voyez, des points hauts de plus en plus beaux de plus en plus haut sur le momentum, alors que sur le prix, ils sont de plus en plus bas. Donc on a également une divergence haussière sur le NZD CHF. En plus de cela, le cours coïncide sur un niveau de support, il rebondit sur un même niveau de support du 21 mai, qui avait également une divergence haussière. Donc voilà, NZD CHF, premier objectif, 0,7680, 0,6880, pardon. C'est la moyenne mobile à 50 jours. Et c'est également ce niveau de résistance. Voilà, donc NZD s'achève, c'est peut-être un peu plus intéressant. Et donc nous allons le tracer devant nous. Alors on va tracer deux scénarios. Moyenne mobile à 50 jours. Et sur l'AUD NZD, on vient chercher ce niveau-là. On peut même aller chercher la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, maintenant encore une fois, tout va dépendre de la réforme fiscale. Parce que la réforme fiscale, si elle n'est pas votée, les deux devises qui vont le plus en profiter, ce sera l'euro, parce que il y a une corrélation totalement négative avec le dollar, et l'AUD. Ce sera les deux devises qui vont en profiter le plus, à l'image de ce qu'on a connu au premier semestre de l'année. Rappelez-vous, hein, au premier semestre de l'année, les deux devises qui superformaient le FX, c'était l'euro et l'AUD. C'était les deux devises les plus haussières au premier semestre. Et la devise la plus baissière, c'était le DXY, c'était le dollar. Voilà. Donc, si on a la réforme fiscale qui n'est pas ratifiée, si on a des inquiétudes qui grandissent sur cette réforme fiscale, dans ce cas-là, l'euro et l'USD, ce sera les deux devises à acheter face au dollar. On aura également le yen qui sera pas mal acheté. Donc voilà pour ce qui est du FX. On passe rapidement aux indices boursiers, les indices boursiers qui semblent plus ou moins rebondir en intraday. Alors les moyennes mobiles à 50 jours qui ne sont toujours pas dépassées, tant qu'elles ne sont pas dépassées, ça maintient un risque baissier de consolidation, pardon. La stratégie reste la même par rapport à hier, c'est-à-dire consolidation entre 3006 et 3550. Vous pouvez voir que hier les 3006 ont été atteints. Et là on est en bas, comme hier, c'est-à-dire à 3150. Donc voilà, les marchés actions c'est également, voilà, comme vous l'aurez compris, c'est tout va dépendre de la réforme fiscale, puisque les marchés actions c'est également la réforme fiscale qui va jouer. Maintenant, en ce moment, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un retour des valeurs refuges. Si on regarde le gold, si on regarde le yen,
regardez le yen, il est baissier. Enfin, le yen il est haussier parce que l'USD yen est baissier. Si on regarde le gold est haussier. Donc voilà, on a le yen et le gold qui sont achetés. C'est typiquement un environnement d'aversion au risque. Donc, il n'y a pas réellement, ça justifie le fait qu'il n'y a pas de catalyseur pour ce que les marchés actions progressent. Donc, il n'y a aucune raison que, pour le moment, le CAC, le DAX, l'Eurostoxx ou peu importe les indices marquent des nouveaux records. Donc, le CAC devrait rester inscrit entre sa moyenne mobile à 50 jours et son support à 5300 points. Le DAX, c'est pareil. Vous pouvez voir que lui, c'est dans un espace un peu plus serré, entre 13 000 et 13 100. Et pour ce qui est du gold, alors le gold, on a toujours cette résistance à 1295 $. Écoutez, moi je pense qu'elle est toujours valide. On peut même en fait la reporter à 1300, comme on peut le voir hier. On a une belle zone d'excès jusqu'à 1300. Donc 1300 c'est la zone de résistance. La zone de résistance, on va essayer de trouver un endroit où placer un support. En attendant, bien évidemment, la réforme fiscale. Tac. Alors si je devais tracer un niveau de support, moi je le ferais. Voilà. Là on a un niveau de support. On a un assez bon niveau de support, mais il est quand même assez loin. Donc 1283 ça s'achète, 1300 ça se vend. Avant la réforme fiscale. Parce que dès lors qu'il y aura la réforme fiscale, si elle est par exemple, si la réforme fiscale est votée, le gold baissera bien plus bas que les 1283. Il ira chercher probablement les 1250. Donc cette stratégie est valide jusqu'à ce que la réforme fiscale soit votée. Alors je regarde vos questions. Alors Philippe, bonjour Valentin, alors bonjour à vous Philippe. On en est où concernant les dernières news sur les négociations avec Theresa May à Bruxelles pour le Brexit? Alors moi, les dernières nouveautés que j'ai concernant ces négociations de Brexit, c'est que Theresa May aurait proposé un montant plus, enfin proposé, aurait en tout cas, elle a indiqué que le Royaume-Uni allait payer plus que ce qui était demandé pour le divorce. Voilà, c'est la dernière annonce que j'ai pour cette réforme, enfin pour cette réforme, pour ces négociations. Et il me semble que c'est les dernières. Alors laissez-moi réfléchir 2 petites secondes. Oui, il n'y a pas de nouvelles, il me semble, depuis. Il n'y a pas réellement de nouvelles, non. Et le rallye de fin d'année. Alors le rallye de fin d'année pour les marchés actions semble un petit peu compliqué. Alors on a par contre un risque à souligner, un risque un peu plus à moindre que ce qu'on avait la semaine dernière en zone euro. C'est-à-dire que au niveau de l'Allemagne, eh bien nous avons les deux plus grands partis qui sont ouverts aux discussions, alors que la semaine dernière c'était un petit peu, enfin pas inimaginable, mais ça avait l'air beaucoup plus compliqué. Là, il semblerait que les deux parties soient ouverts à des discussions. Donc voilà, ce qui se passe en Allemagne ne semble pas si terrible que cela. Néanmoins, tant que la situation en Allemagne n'est pas fixée, n'est pas résolue, c'est peu probable qu'on ait des tendances haussières réelles sur les indices boursiers européens. De plus, de plus, pour ceux qui n'ont pas vu mon graphique, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, alors on va faire un petit tour sur mon Twitter. Tac. Et c'est, voilà. Alors pour ceux qui, nous sommes européens, donc nous avons généralement un compte de trading en euros ou un compte titre en euros ou peu importe. En tout cas, on a un compte généralement en euros. Si vous regardez les indices européens, enfin les indices majeurs en euros, parce que si vous achetez du S&P, je vous rappelle que vous avez le taux de change également qui va affecter la performance de l'indice. Et vous pouvez voir que le CAC 40 fait quand même plus que le S&P et fait presque aussi bien que le Nasdaq. En tout cas pendant vous voyez toute cette période-là du mois de environ mai jusqu'à novembre, le Nasdaq et le CAC 40 faisaient presque la même performance parce qu'on a le taux de change. Donc voilà, faut pas non plus regarder que les nouveaux plus hauts sur les indices américains et que le S&P fait plus de 18% parce qu'avec le taux de change, ça affecte bien évidemment la performance. Et on peut voir que un achat du S&P 500 est beaucoup moins
comment dire, rémunérateur qu'un achat CAC 40 au début d'année. C'est pour cela que les marchés actions européens sont également très très compétitifs et très recherchés en ce moment. C'est pour cela qu'ils pourraient continuer à surperformer. Et pour ceux qui ont du mal à y voir clair, également à l'étranger, le CAC 40 et le CAC 40 ou tous les autres indices européens est attractif. Parce que si on le met en dollars, donc pour Wall Street, vous pouvez voir que le CAC 40 profite de ce taux de change. Et donc, un achat CAC 40 en début d'année, vous voyez, il fait 26,14%, alors que le S&P fait 15,26. Donc même pour Wall Street, enfin pour ce qui est normal, hein, pour Wall Street, eh bien le CAC 40 est également CAC 40 ou l'Eurostoxx, vous collez l'Eurostoxx, ce sera quasiment la même performance. Le DAX un petit peu plus haut parce qu'il y a les dividendes réinvestis. Mais voilà, là dans le CAC 40, il n'y a pas les dividendes, tout comme le Nasdaq et tout comme le S&P. C'est pour ça que j'ai mis le CAC et pas le DAX. Et donc vous pouvez voir que le CAC 40 est quand même assez attractif grâce également et fortement à ce taux de change euro-dollar. Donc c'est pour cela que les marchés actions européens devraient profiter. De ce contexte de politique, de différence entre les politiques monétaires. Voilà, donc il ne faut pas regarder que le CAC 40 contre le S&P parce que sinon vous allez avoir deux valeurs qui, oui certes, vont refléter des performances, mais en termes de points et non pas en termes de rendement réel. Là, nous avons les rendements réels dans une certaine devise. Donc le rallye dans la fin d'année, moi je pense que le rallye de fin d'année, il va être assez compliqué. Hein. La situation d'Allemagne n'est toujours pas résolue. Nous sommes le 28 novembre 2017. Je vous rappelle qu'à partir du 15, les volumes vont extrêmement s'affaiblir, étant donné que les institutionnels vont commencer à partir en vacances. D'accord. Donc on a globalement 2-3 semaines maximum potentiel de hausse sur les marchés actions. En 2-3 semaines, il faut résoudre la réforme fiscale, il faut résoudre la situation en Allemagne, et le 21 décembre, nous avons les élections anticipées en Catalogne. Voilà, donc j'ai du mal, c'est possible, hein, mais j'ai du mal à imaginer un rallye haussier pour ces 3 dernières semaines. Je pense que le rallye haussier va commencer mi-janvier, voilà, début janvier, mi-janvier, dans ces horizons-là. Et en attendant, ça va consolider entre où et où? Eh bien le CAC, je pense, va consolider entre ses récents sommets et encore. Mais bon, disons qu'il va évoluer, voilà, entre ce niveau-là, aux alentours des 5500 et 5003. Voilà, je vois bien le CAC rester au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, mais en dessous de ses sommets. Donc voilà, alors je regarde les dernières questions. Tac tac tac. Bon, il n'y a plus de questions. Bon bah écoutez, j'espère avoir été clair. Merci à vous pour votre attention et je vous donne rendez-vous ce soir pour le webinaire éducatif que j'organise. Si Bitcoin à 10 000, nous dit François, alors regardons cela de plus près. Moi j'ai le plus haut 9902. Pas encore les 10 000, François, bientôt. Pour ceux qui veulent me rejoindre à un webinaire éducatif, ça sera avec plaisir. Si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que j'aborde pour cette session de ce soir ou même pour la prochaine édition, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux préparer un support vraiment qualitatif et clair et que je pourrai vous partager. Voilà, donc merci à vous pour votre attention, excellente journée et à ce soir pour ceux que je retrouverai dans mon webinaire éducatif et sinon à demain pour les autres.